introduction, ce matin, on va planter le décor et on va voir dans quel cadre au pluriel, s'exerce l'action en faveur du castor. Quel réseau de travail, quelle action coordonnée à l'échelle des bassins versants. On verra ça en France et puis on jouera un petit peu à saut de frontière pour aller voir aussi comment ça se passe pas très loin d'ici en Suisse. Mais tout de suite, la situation du castor en France et les réseaux de travail associés. On voit ça avec Johan Bressan et Caroline Le Goff de l'OFB et avec Thomas Ruiz de la SFEPM, la Société française pour l'étude et la protection des mammifères. Ladies and gentlemen, c'est à vous. Bonjour à tous. Je me présente, Johan Bressan de l'Office français de la biodiversité. Et on va faire donc cette présentation effectivement à 3 voix avec Caroline Le Goff, aussi de l'OFB, et Thomas Ruiz de la SFEPM. Donc je vais essayer d'aller assez vite, faire une introduction un peu sur la situation du castor en France. Donc historiquement, voilà, le castor était une espèce qui était largement présente dans toute l'Eurasie et qui a commencé à décliner à l'échelle du continent à partir du XIIe siècle. Et en France, on a constaté un fort déclin qui a commencé au XVIIe siècle jusqu'au début du XXe, où il restait donc en France juste une toute petite population à l'extrême sud du bassin du Rhône, de quelques dizaines d'individus. Et donc c'est vraiment une espèce qui est passée à la limite de l'extinction en France et dans le monde. Mais comme l'a dit M. Fresco, l'espèce a bénéficié dès le tout début du XXe siècle de premières mesures de protection. Alors c'était plutôt de l'interdiction à la destruction, d'abord dans les départements où il en restait, donc en 1909, et la protection s'est étendue à l'échelle nationale en 1968. Donc à partir de ces protections, l'espèce a commencé à recoloniser naturellement le bassin du Rhône vers le nord, et ensuite, et en parallèle, il y a eu des réintroductions qui ont été faites un peu partout en France à partir des années 50 et jusqu'au début des années 2000, ce qui permet aujourd'hui d'avoir une population qui est considérée comme en état de conservation favorable, une espèce qui est classée comme Least Concern sur la liste rouge de l'UICN, avec une espèce qui est bien présente donc, sur l'ensemble du bassin du Rhône, le bassin de la Loire, le bassin du Rhin et de la Moselle, et puis quelques populations un peu plus isolées, notamment donc, en Bretagne, une petite population qui est très isolée là, et sur le bassin de la Garonne, et en particulier du Tarn. Alors, j'ai appelé ça une success story pour l'environnement parce que, bon, pour l'espèce elle-même, c'est une des espèces qui a bénéficié, pour lesquelles la protection a été efficace et qui a permis de revenir. Mais donc, c'est une espèce qui est, qu'on dit, ingénieure des écosystèmes. Et du coup, son retour a aussi des effets très bénéfiques pour l'ensemble de l'écosystème et de l'environnement grâce à ses activités de construction et d'alimentation. Et donc, grâce à son retour, donc, que ce soit, décidément, par sa consommation, je vais y arriver, bien sûr, par sa consommation ou sa construction de barrages, va permettre de recréer des zones humides, de diversifier les habitats tout au long sur l'ensemble des cours d'eau, de rajeunir les ripisylves. Mais on va dire le revers de la médaille, c'est que quand cet environnement est occupé par des activités humaines, il peut y avoir des conséquences sur les activités humaines et donc des dommages potentiels et des conflits d'usage, alors que ce soit par consommation directe, voilà, sur des peupleraies, là c'est sur des vignes ou des vergers, ou des inondations qui sont causées provoquées par les barrages qu'il va construire. Et quand voilà, sur les parcelles qui sont inondées sont des parcelles agricoles, des habitations, des infrastructures, ça peut créer des conflits d'usage. Et là, le problème de ces conflits d'usage, c'est que ça risque de créer d'entraîner une moins bonne acceptation de l'espèce par l'humain, et voire localement des rejets, vraiment un rejet de l'espèce, et avoir des conséquences à plus long terme sur sa conservation. C'est l'autre.
Donc, je vais prendre le relais pour vous présenter le réseau Castor de l'OFB. Donc, Monsieur Fresco l'a déjà dit aussi tout à l'heure. C'est une demande du ministère de l'écologie qui a été faite à l'époque à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et reprise aujourd'hui à l'OFB sur la mise en place et l'animation d'un réseau de correspondants Castor sur tout le territoire national. Alors, il y a 4 grandes missions qui sont dévolues en fait au réseau Castor. C'est d'une part la connaissance de l'espèce. Je ferai un petit zoom un petit peu là-dessus après. Donc la connaissance de l'espèce, ça porte. L'objectif, c'est de suivre la répartition, suivre l'avancée du castor sur le territoire national et principalement pour l'OFB sur les fronts de colonisation. On met vraiment l'accent là-dessus, sur vraiment les nouvelles avancées du castor sur le territoire. Une mission assez importante aussi, c'est la mise en place d'expertise à la demande de l'administration. Donc, être là pour apporter un appui technique, que ce soit au DREAL ou au DDT, sur la présence de l'espèce ou sur des problématiques de cohabitation. Donc, je parlais des problématiques de cohabitation, c'est un terme en effet qu'on va souvent revoir aujourd'hui. L'OFB, on est là, je ferai un petit zoom après également sur constater les dommages et apporter des conseils également aux plaignants sur les problématiques de cohabitation. Et on a aussi une vigilance qui est mise en place sur la veille sur le castor canadien. Le castor canadien n'est pas encore présent sur le territoire français, mais il est présent dans des pays limitrophes. Donc on fait une veille au niveau transfrontalier, notamment au niveau de l'Allemagne, de la Belgique et du Luxembourg, pour vérifier avec des analyses ADN que le castor canadien ne franchit pas les limites administratives. Voilà. Alors, au niveau du réseau, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas tout vous lire, c'est pour vous structurer un petit peu que ça va du national au local. Et aujourd'hui, beaucoup de correspondants de départements sont présents dans ce colloque. Donc, au niveau national, Johan est le représentant aujourd'hui de cette équipe nationale qui coordonne vraiment le réseau, qui apporte un pilotage scientifique qui fait les rapportages, qui s'occupe du rapportage national sur le suivi de l'aire de répartition du castor et l'état de conservation. Ils organisent aussi des formations des correspondants castor dans tous les départements. Ils font des retours d'expérience, des synthèses nationales. Moi, je représente le niveau régional aujourd'hui, donc il y a des correspondants, des animateurs dans chaque région pour justement faire le lien entre le national et les différents correspondants dans les départements. Donc la même chose, on apporte un appui à l'administration, on essaye d'animer un peu ce réseau. Et au niveau départemental, les correspondants sont en première ligne justement de l'appui aussi à l'administration sur le suivi de l'espèce et faire des expertises aussi, notamment quand il y a des problématiques de cohabitation, constater les dommages et aller apporter des conseils aux plaignants. Mais on travaille aussi avec des partenaires, notamment on se connaît beaucoup avec les partenaires qui sont présents dans la salle, à la fois sur les suivis et également sur les problématiques de cohabitation. Il y a, notamment quand c'est des conflits sur des problématiques barrages, on travaille quand même pas mal en partenariat avec certaines associations pour essayer de réfléchir à des solutions de cohabitation. Et juste un petit mot sur ces partenariats extérieurs. Le réseau est un réseau de correspondants OFB, mais il y a également des partenariats très étroits qui sont mis en place. Et justement, on souhaiterait aussi, une réflexion est en cours pour officialiser et ouvrir en fait, le réseau Castor, justement pour qu'il soit multipartenaire. Alors, juste deux petits zooms dans les missions du réseau Castor. Pourquoi suivre l'aire de répartition de l'espèce ? Pour l'OFB, ce qui est demandé, comme je disais, c'était surtout de suivre l'évolution et de voir un peu l'avancée sur les fronts de colonisation. Et ces cartes de répartition, en fonction des indices de présence en fait, qui sont relevés sur le terrain, on va les transformer en linéaires de présence du castor. Et ces cartes vont nous servir aussi à appuyer la protection de l'espèce en intégrant les communes où le castor et la loutre, l'arrêté prévoit ça. Quand le castor est présent sur une commune, la commune est intégrée dans un arrêté préfectoral qui interdit l'usage de pièges tuants à moins de 200 mètres de cours d'eau et plans d'eau où l'espèce est présente.
Donc ça a un réel déjà intérêt de protection complémentaire, et ça sert aussi à tous les 6 ans à évaluer l'état de conservation de l'espèce dans le cadre de la directive Habitat Faune Flore. La dernière évaluation était en 2018, la prochaine aura lieu en 2024. Un autre domaine sur lequel on intervient quand même très régulièrement, c'est les constats de dommages. À l'heure actuelle, l'OFB est le seul compétent en fait, pour aller constater les dommages à la demande de l'administration. Et donc une fois qu'on constate les dommages, il ne suffit pas juste de les constater, c'est essayer d'apporter des conseils aux plaignants pour justement trouver des solutions de cohabitation. Donc les solutions peuvent être assez... on va dire un peu simple parce qu'on a du recul d'expérience, le simple je mets entre guillemets, sur des protections d'arbres, mais elles peuvent être aussi plus complexes quand on traite de la thématique barrage, qui peuvent être soit, c'est pas ça le pointeur, hop, mince, excuse-moi. Ça peut être la mise en place, tester la mise en place de siphons. Donc on a réalisé aussi des fiches techniques d'expérience en France ou dans d'autres pays sur la mise en place de siphons. Ça peut être aussi de l'écrêtage avec de la pose de fils électriques pour éviter que le castor ne recharge. Donc l'objectif à chaque fois, c'est de trouver des systèmes de cohabitation pour que le castor puisse garder son habitat et qu'il n'y ait pas trop de mécontentement, on va dire, auprès des riverains. Mais là, je parle de protection, je ne vais pas y arriver, protection au niveau des arbres. Mais là, c'est souvent, la plupart des cas, c'est quand il n'y a pas d'écran végétal assez suffisant aussi au bord des cours d'eau. Et ça sera il y aura beaucoup dans les retours d'expérience aussi, ça sera pas mal mentionné, ces retours d'expérience sur les plantations végétales en bord de cours d'eau. Cette fois-ci, je laisse la parole à la SFEPM. Merci Caroline. C'est l'autre, évidemment. Oui, bonjour à tous. Donc ça fait un petit moment, donc je suis secrétaire de la SFEPM, pardon, je ne me suis pas présenté. Ça fait un petit moment qu'à la SFEPM, nous avons des retours du milieu associatif, du monde associatif, de 3 ans à peu près, 3-4 ans même, sur des initiatives qui se déroulent sur le castor en France, et que ça serait bien que ces initiatives voient une perspective au niveau national, etc. Donc la SFEPM a été sollicitée à plusieurs reprises. Et ce colloque, justement, permet peut-être de fonder des bases de réflexion commune, que ce soit associative, mais aussi avec l'OSB, sur ce castor. Donc, de mon côté, j'ai essayé de m'intéresser, là, depuis que je savais que le colloque allait avoir lieu, au travail que réalise le réseau associatif en France, d'essayer d'évaluer un peu la tendance des actions réalisées, de faire remonter les constats et les besoins du réseau associatif, et puis de réfléchir sur les perspectives à envisager au niveau national qui vont être abordées dans ce colloque et qui vont être aussi discutées lors d'ateliers. Donc j'ai pris mon petit bâton de pèlerin, mais très, très modestement, attention, pour essayer de contacter des associations en France qui travaillent sur le castor, pour échanger sur les différentes actions qui sont réalisées ou non par les associations. Parfois, il n'y a pas de choses qui sont réalisées sur le castor dans les départements ou dans les régions. D'essayer de discuter sur les thématiques les plus fréquemment rencontrées dans leur mission. Et puis d'essayer de dresser un constat des besoins et puis des perspectives. Alors, je n'ai pas fait une étude sociologique, ce n'est pas une étude exhaustive non plus, donc je n'ai pas contacté toutes les associations, donc ne soyez pas vexés si je ne vous ai pas appelé, surtout. C'était vraiment un échange ouvert, il n'y avait pas de questionnaire pré-rempli, etc. Donc c'était vraiment un échange ouvert pour essayer de prendre un peu le pouls associatif sur cette espèce en France. Donc un petit rappel, ça complète la carte de tout à l'heure de l'OFB. Donc on part de nouvelles régions maintenant, donc le castor qui est concerné par ces nouvelles régions, en tout cas sur lesquelles il est présent. Alors quand je dis présent, c'est soit un individu, soit une grande densité. En termes de nouvelles régions, on est à 10 régions sur 13. En termes d'anciennes régions, alors je parle d'anciennes régions parce que souvent il y a aussi une structuration géographique des associations en France qui se sont basées parfois sur les anciennes régions, groupe homologique d'Auvergne par exemple, que je vois là, et aussi au niveau départemental, puisqu'il y a des associations départementales qui existent, regroupement des naturalistes ardennais par exemple, qui sont concernés par le castor, et là ça concerne 53 départements sur 96. Et donc dans ce travail de discussion, voilà, avec ces associations, j'ai contacté 25 associations pour essayer d'échanger sur ce sujet. Alors, ce qu'il en ressort, je survole encore une fois, il n'y a pas du tout de choses très, très poussées, c'est vraiment ouvert à discussion.
Ce qui en ressort, c'est 4 niveaux d'implication au niveau des associations. Alors le premier niveau, il n'y a pas d'implication, parce que tout simplement, il n'y a pas beaucoup de castors dans le secteur, ou alors il y a d'autres associations qui travaillent sur le castor, et donc l'association en question que j'ai contactée ne travaille pas sur le castor. Le deuxième niveau d'implication, c'est un niveau, on va dire un peu de base, mais sans être péjoratif, bien sûr. C'est juste de l'animation et de la sensibilisation, souvent parce qu'il n'y a pas beaucoup de castors sur le secteur, donc il n'y a pas forcément nécessité de développer d'autres actions, mais aussi parce qu'il y a aussi un partage du territoire entre associations sur les différentes actions. Donc certaines associations vont faire des animations de la sensibilisation, que je différencie de la médiation, attention, j'entends bien. Et puis d'autres associations vont faire d'autres choses sur ce même territoire. Le troisième niveau d'implication, c'est en plus de l'animation et de la sensibilisation, ça va être du suivi de population. Alors bien souvent en relation du coup avec le réseau Castor de l'OFB. Alors souvent c'est essayer de suivre un peu l'évolution des populations par la découverte de nouveaux indices de présence. Et le quatrième niveau d'implication, à ces 2 niveaux animation et suivi de pop, s'ajoute des mises en place d'actions spécifiques, alors que ce soit des plans régionaux d'action, ça sera présenté juste après, des plans de gestion spécifiques sur le castor, ça sera aussi présenté lors du colloque, et puis aussi des groupes de travail sur le castor qui sont organisés. Alors c'est l'exemple du groupe Mammalogique Breton, par exemple, qui suit le petit groupe de castor avec différents partenaires. Et donc, qu'est-ce qui en ressort au niveau des thématiques qui sont abordées dans ces conversations? Donc, les animations et les sensibilisations, sur le castor en tant que tel, il peut y avoir des animations spécifiques. Et là, je reprendrai petite pub pour la SFEPM, puisqu'on organise depuis 10 ans un événement qui s'appelle le Printemps des castors, et sur lequel chaque association peut venir s'inscrire. Il y a un site internet dédié et il y a un mini poster qui se trouve sur la salle du dessus, puisque l'auteur du poster, du grand poster, l'a oublié dans sa voiture en partant à la gare. Bref, mais donc voilà, ce Printemps des castors est organisé depuis 10 ans par la SFEPM. Alors on discute castor, mais on discute aussi zones humides et autres espèces, évidemment, mammifères aquatiques. C'est l'occasion d'ouvrir sur ces sujets. Il y a des animations spécifiques dans le cadre des Journées mondiales des zones humides, par exemple, ou des conférences encore thématiques. Autre thématique, la connaissance. Donc en général, ça concerne surtout les prospections qui sont en général protocolées, soit pour la recherche de nouveaux indices, pour essayer de calculer un peu les progressions de l'espèce et des populations, des individus, et aussi des compléments d'inventaire. Alors il y a une très forte dynamique Atlas, il y en a encore dans certaines régions actuellement, dans le cadre de mise à jour de SNIEF, et puis dans le cadre aussi d'études d'impact de plus en plus nombreuses actuellement, et notamment dans le cadre des développements des énergies renouvelables. Et puis dans le cadre des connaissances également, il y a l'étude et la présence du castor sur le milieu et la biodiversité, l'impact que peut avoir le castor de manière positive sur la biodiversité, qui reste assez rare en France actuellement. C'est connu dans certains... Il y a d'autres études qui ont été réalisées dans d'autres pays, mais en France c'est encore assez rare, et il y a notamment un travail qui vous sera présenté, je crois, demain par BFC et JNE, me semble-t-il, un travail de 2019. Et puis l'autre grosse thématique, évidemment, donc c'est pour ça que je discernais animation et médiation, c'est la médiation et donc les relations, les castors et hommes, avec, évidemment, je ne vais pas réinventer la poudre, mais différentes sous-thématiques qui concernent les barrages de castors qui entraînent des inondations, les barrages anthropiques qui entraînent des ruptures de corridors et donc des problématiques de dispersion pour l'espèce. Une grosse problématique, la collision routière qui est en train de monter en puissance. Toujours des petits cas de piégeage, braconnage, les impacts sur les cultures, on en a discuté, et puis des travaux sur les cours d'eau qui ont un impact sur le castor. Donc voilà en gros les thématiques et les sous-thématiques qui ressortent de ces entretiens. 2 minutes. 2 minutes, c'est parfait. Et donc ce qui m'amène à quelques constats et quelques besoins. Donc ces constats, voilà, le castor encore une fois est bien présent en France, mais dans certains secteurs il y a certaines difficultés à s'étendre, c'est notamment le cas du sud-ouest où j'habite, et donc peut-être que identifier des points, ces points bloquants d'expansion pour essayer de trouver des solutions serait intéressant, et puis essayer d'harmoniser un petit peu les protocoles de recherche entre OFB, associations, etc., pour pouvoir comparer un petit peu l'évolution de l'espèce au niveau national. On a aussi un manque de connaissances donc, sur l'impact de la biodiversité, de la part du castor, donc une synthèse de connaissances en France et développer des études sur le milieu serait intéressant. Je sais qu'il y a déjà des choses qui sont réalisées en région. Alors, ce qui m'a surpris un peu, c'est qu'on parle parfois de manque d'intérêt pour l'espèce, qui, au contraire de la loutre, qui apparaît comme une espèce parapluie un peu évidente, qui est très connue, le castor parfois passe un peu inaperçu et
voilà, il n'apparaît pas comme ça. Donc, ça serait la côté sensibilisation et communication sur l'espèce et ses impacts serait aussi à développer. Et enfin, bon, voilà, tout ce qui est évidemment moyens financiers, notamment sur les méthodes de médiation, avec peut-être, comme dans le cadre de la Suisse, avoir un guide national sur le retour des expériences. Ça a déjà été, alors on a déjà commencé a priori sur l'OSB, il y a déjà des choses aussi en région qui se font. Donc avoir un cadre national, comme ça a pu être le cas pour la SFEPM chez les chiroptères, pour les aménagements des bâtis, ça serait aussi à développer. Et donc je termine avec rapidement cette dernière diapo. Donc il y a une réflexion sur une stratégie nationale à avoir, je pense, afin de coordonner toutes les actions locales, que ce soit associatives, avec aussi le réseau Castor de l'OFB. Une coopération évidemment avec les pays frontaliers qui sont parfois en avance sur certains sujets. Et pourquoi pas la mise en commun aussi avec d'autres moyens de réseau existants, puisque la loutre marche assez bien. C'est troublant ce truc. Et donc, pourquoi pas y associer le castor. Et donc, ma dernière diapo, c'est voilà, ce castor, ça sera l'occasion de discuter, de proposer des choses, de construire des choses comme savent si bien le faire le castor. Et je vous donne rendez-vous du coup en fin de colloque, enfin en fin de matinée demain, avec Caroline Le Goff et Johan Bressan pour un petit bilan de ce colloque. Merci. Des questions, des interventions, des contestations, des indignations véhémentes. Non, rien. Tout ça a été parfaitement clair. Oui, Rémi. Peut-être un complément sur la présentation du réseau Castor. Il me semble qu'au départ, dans les années au moins 80-90, le ministère avait également donné pour mission d'examiner les cas de réintroduction et les projets. C'était, me semble-t-il, un point fort du réseau Castor, avec un lien très étroit avec le CNPN à l'époque. Alors actuellement, c'est sans doute moins d'actualité, mais je dirais que ça pourrait le redevenir. Et en tout cas, j'ouvre la question pour la fin du colloque annoncé par Thomas. Merci. D'autres interventions, questions? Ouais. Dans la même veine, on pourrait se poser la question pourquoi il n'y a pas encore un plan national d'action pour le castor en France, puisque pour plein d'autres espèces, il y a ce cadre-là. Là, il y a une mission qui est confiée par le ministère à l'OFB, mais sans cadre national pour travailler. Donc ça veut dire qu'on répond à la demande, aux besoins, mais il y a zéro stratégie nationale. Et je pense que là, il y aurait vraiment quelque chose à faire et on en reparlera d'ici la fin du colloque. Quelqu'un a une réponse là-dessus? Est-ce que l'OFB veut répondre là-dessus? J'ai pas spécialement de réponse particulière à donner. Hein. Voilà, le ministère n'a pas pour l'instant souhaité mettre en place de PNA sur cette espèce. Voilà, j'ai pas toutes les raisons, toutes les raisons en tête. Juste une hypothèse. Globalement, on fait souvent des PNA sur les espèces qui vont pas bien. Pas forcément. Pardon. Il y en a sur le loup et il y en a un sur le loup, c'est vrai. Sur la loutre aussi, qui se porte plutôt bien aussi. C'est vrai. Voilà. Oui, je complète juste. Nous, on est à SFEPM, évidemment, on est partant pour une stratégie nationale. Alors, ça s'appellera PNA ou ça s'appellera autre chose. Mais on a déjà forcé un peu la main sur certaines choses, certaines espèces, certaines thématiques à la SFEPM pour transformer cet essai en PNA. Je parle du lynx, je parle de la loutre, par exemple. Voilà. Donc, on est tout à fait ouvert à la SFEPM. Est-ce que le castor américain, sur les pays limitrophes, possède des populations importantes? Est-ce que c'est un danger pour l'Européen qui est chez nous? Alors, il y a une population de castors canadiens qui est présente à cheval entre l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, centrée plus sur l'Allemagne. C'est une population qui est issue d'individus échappés d'un parc zoologique. Il y a une stratégie, voilà, au Luxembourg, en Belgique en particulier, de surveillance et de lutte pour contraindre et même éliminer ces animaux. En Allemagne aussi, qui est un peu différente, voilà, où on est sur d'autres pratiques et on a un peu moins de retour de nous en France là-dessus. Il y a un risque potentiel en France qui n'est pas non plus très très élevé, hein, mais qui nécessite quand même une surveillance un peu de fond. Voilà. Après, c'est un risque potentiel quand même pour le castor d'Europe, sachant que il semblerait que le castor canadien ait tendance à supplanter le castor d'Europe quand les deux sont présents sur le même territoire. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un peu plutôt
la précaution et de la surveillance pour s'assurer qu'on n'arrive pas de telles... à ce que le castor canadien arrive en France, quoi. Les mesures sont prévues. Si d'aventure on constatait la présence du castor canadien en France, on ferait quoi? Alors ça, c'est une question piège qu'il ne fallait pas me poser. Bon, d'accord. Non, je plaisante. Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a une stratégie de surveillance. Et il faut maintenant qu'on écrive quand même une stratégie d'intervention en cas de détection d'un castor canadien. Ce serait très certainement de la capture et de l'élimination, a priori. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'écrit et de défini précisément. Merci. Oui. Pour poursuivre le tour d'horizon des thèmes aussi abordés en complément, parce qu'on est entre connaisseurs, il y avait ce suivi aussi. On part quand même d'une espèce avec un seuil de population très faible, et donc cette question de la consanguinité éventuelle. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont faites dessus, mais à mon avis, étudier un peu la diversité génétique du castor et les risques à long terme, parce qu'on peut satisfaire qu'il va bien maintenant, mais sur le long terme, quid? Et par extension, tu disais Thomas aussi que nos voisins des fois étaient plus en avance que nous. C'est le suivi épidémiologique, en termes de maladies, etc. Je pense à la leptospirose où là il y a quelques premiers cas. Ce suivi-là génétique et sanitaire, à mon avis, est primordial aussi. Je vais garder le micro alors du coup. Ouais. Alors sur la génétique, effectivement, à l'OFB, on a mené une première étude de suivi génétique de la population en France jusqu'à l'année dernière. On n'a pas encore publié les résultats, mais effectivement, on a une diversité génétique qui est globalement au niveau national très très faible, même quasiment proche de zéro. C'est assez surprenant même, sachant que l'espèce semble quand même plutôt bien supporter a priori ce taux de consanguinité élevé et cette faible diversité. Malgré tout, tu as raison, intrinsèquement, ça peut être quand même une fragilité de la population à des événements un peu catastrophiques type épidémie. Donc là, on est en train d'essayer d'aller un peu plus loin dans les recherches pour essayer d'étudier la diversité du système, diversité génétique du système immunitaire, voir si cette fragilité se confirme. Après, là-dessus, il y a quand même la particularité du Grand Est, où là, on a des arrivées d'individus venant de Belgique, d'Allemagne, qui sont issus d'autres sous-espèces de castors et qui apportent un peu de diversité génétique, et on commence à avoir un chevauchement, un croisement des sous-espèces. Donc, il y a cet aspect-là en termes d'avenir. Et sur la surveillance épidémio, effectivement, alors, je me tourne vers le collègue Christophe en Suisse, où je sais qu'ils ont commencé à pas mal travailler là-dessus. Nous, il y a toujours la surveillance dans le cadre du réseau SAGIR à l'OFB des cas de mortalité. Effectivement, on a eu quelques cas avérés de leptospirose. C'est effectivement une question qui mérite d'être creusée, je pense, à l'avenir, voir quels sont les risques effectivement pour le castor de ce type de maladie. Et même question, une fois qu'on a constaté, on fait quoi? Sur quoi? Sur les maladies, sur la leptospirose ou etc. Qu'est-ce qu'on fait sur les maladies? Même réponse. Pas grand-chose. Non, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire, malheureusement. Parce que, après, voilà, je ne suis pas certain que le castor soit, en tout cas particulièrement en termes de santé publique, risque particulier. Et en tout cas, il sera certainement moins fort risque que le ragondin, par exemple. Merci. Donc, 2 dernières interventions. Vous voulez faire une remarque sur la leptospirose, non? Non ou non? Allez-y. Sinon, moi j'ai une petite remarque. Vous avez parlé de travail en commun. Super. Ça fait des années qu'on en parle, donc il faut vraiment que ça se mette en œuvre. Je suis vraiment un peu désolé. À chaque colloque, déjà dans les colloques sur la Loire, tu le sais, j'intervenais à chaque fois. Donc je remets encore une couche 20 ans après ou 30 ans après, je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Le fait est, c'est qu'on le fait, et quand on fait le suivi loutre, on fait le suivi castor, tout le monde le sait. On fait le suivi ragondin, enfin pas ragondin complètement, mais enfin on fait le suivi de tout ce qui est mammifère aquatique et semi-aquatique. Il y avait un groupe de travail ensemble sur le bassin de la Loire qui fonctionnait bien et qui était là-dessus sur les mammifères aquatiques. Donc il faut qu'on relance un peu ça. Il faut que le milieu associatif est preneur. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ça, c'était la première remarque. Et la deuxième question, c'est par rapport à canadensis.
Je me pose vraiment des questions sur le suivi. Comment réellement, j'ai du mal à visualiser comment on peut réellement se rendre compte du moment où un castor canadien, il franchit la frontière, il arrive chez nous. J'ai du mal, étant donné que les deux espèces, visuellement, bonjour l'ambiance. Hein. Peut-être qu'il y a une odeur dans le castoreum qui est différente, mais moi, j'en sais rien, je ne sais pas faire. Il y a la couleur. Donc, j'ai du mal à le voir. Et ma question, c'était plutôt de savoir comment, à l'heure actuelle, font les Allemands, les Belges, les Luxembourgeois, actuellement. Est-ce qu'ils ont des actions par rapport à ça? Parce que, de toute façon, quoi qu'on fasse, nous, le noyau, il est là. Il est chez eux, il n'est pas chez nous, le noyau. Donc l'extension, si elle se fait à partir de chez eux. Et on sait très bien que la meilleure méthode, c'est de traiter le noyau, c'est pas de traiter... Voilà. Alors, deux questions, donc. Comment on les reconnaît à l'œil nu voilà. Alors, à l'œil nu, on ne peut pas, clairement. Du coup, la surveillance, elle se fait via la génétique. Alors, pour l'instant, on a fait, dans le cadre de la première étude dont je parlais, génétique, on faisait une surveillance un peu opportuniste en prélevant un échantillon sur tous les cadavres de castors qu'on trouvait partout en France. Alors, pourquoi on a travaillé partout en France? C'est que historiquement, il y a eu un petit noyau de population de castors canadiens en France qui se situait en puisée, enfin, c'est à cheval entre la Bourgogne et la région centre, et qui a pu être éliminé parce qu'il n'y avait pas encore de castor d'Europe à cet endroit-là à l'époque. Donc voilà, on a fait une première état des lieux. Voilà, on a analysé plus de 200 échantillons partout en France. Il s'avérait qu'on n'a pas trouvé de castor canadien. Maintenant, on va concentrer cette surveillance plutôt effectivement sur la frange nord-est. Et il y a eu une première session, on va dire, cette année de campagne de pièges à poils qui ont été mis en place de façon un peu systématique sur toute la région Grand Est pour vérifier qu'il n'y avait pas de castor canadien. Alors les analyses sont en cours, hein, donc on n'a pas encore les résultats, mais bon. Voilà. Donc, et en fait, cette surveillance va se faire comme ça, via des pièges à poils, des campagnes. Alors, il faut qu'on définisse une stratégie de surveillance précise, mais voilà, ça va être fait. Et c'est comme ça que procèdent en particulier les Luxembourgeois et les Belges. C'est via des pièges à poils. Et quand s'ils détectent du castor canadien, là, ils mettent des cache-pièges, et puis voilà. Ils retestent pour vérifier que ce soit bien quelle espèce c'est. Et si c'est du castor canadien, ils les éliminent. Merci. Brièvement, une dernière intervention, s'il vous plaît. Je m'appelle Daniel Strub, je viens de l'Ariège. Et on est d'ailleurs sur un petit projet de réintroduction, mais qui avance lentement. Mais ce n'est pas ça le truc de mon intervention. C'est par rapport à la leptospirose. J'avais lu un article de Amoros et une équipe en Suisse qui avait étudié les sérotypes de leptospirose sur un canal parallèle de l'Ar, où des cas de leptospirose étaient apparus sur des castors, des chiens et des humains. Et ils ont vu que c'était 3 sérotypes différents. Et les conclusions sont que finalement, la transmission entre le castor et l'humain était très très peu probable. Voilà. Merci pour cette contribution. Merci à vous trois. Merci pour ce cadrage général et cette présentation